Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. L'invité du jour, on l'appelle la dame méticuleuse. C'est une figure bien connue dans le monde des organisations non gouvernementales au Burkina Faso, directrice Afrique de l'Ouest de l'ONG Children Believe depuis 2018. Elle est la présidente du conseil d'administration du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Mavalo Christelle Kaloulé est l'invitée de Surface de Vérité. Merci madame de couper le fauteuil blanc ce soir. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-nous justement votre structure, le SPONG. Qui êtes-vous? Qui est au SPONG? Les organisations de la société civile qui travaillent sur la matière politique sont-elles chez vous? Le SPONG fait-il l'unanimité aujourd'hui, justement en tant que structure fêtière? Le SPONG, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Le SPONG, c'est le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. C'est une fêtière qui compte à ce jour 277 ONG et associations de développement, également avec des fondations. C'est une fêtière, un collectif qui existe, qui a été mis en place depuis 46 ans, qui est parti de 17 organisations qui s'étaient réunies au moment de la sécheresse, la grande sécheresse qui a frappé le Sahel entre 70 et 74 et qui avait souhaité s'organiser, coordonner les interactions et les actions sur le terrain et également parler d'une même voix aux partenaires techniques et financiers de même qu'à l'État. Et il faut dire que 46 ans après, nous sommes encore dans ces missions de former, d'informer, de renforcer les capacités des organisations membres de notre fêtière, de travailler avec l'État, les autres partenaires sur les questions de développement. Et également, nous intervenons beaucoup et surtout dans l'élaboration et la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. En quelque sorte, nous sommes la voix des communautés, parce que qui dit ONG, association de développement, nous sommes ceux-là qui sont près des populations et qui côtoyons les populations, qui les accompagnons dans le processus du développement. Vous êtes dans le pays réel, il faut le dire. Vous comprenez mieux la réalité des populations. Alors, vous avez parlé de toutes ces organisations qui se retrouvent au niveau de cette fêtière. Comme je l'ai dit, est-ce que les OSC qui travaillent sur la matière politique sont chez vous? Au niveau du SPONG, les ONG et associations de développement qui travaillent avec nous, il s'agit de travailler et d'agir sur les questions qui n'ont rien à voir avec la politique. Ceci étant dit, notre action a quand même un impact politique parce que quand vous parlez santé, quand vous parlez éducation, quand vous parlez emploi des jeunes, ce sont des questions qui touchent les politiques. Mais nous ne faisons pas la politique politicienne. Tout à fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le SPONG, c'est véritablement la structure fêtière qui fait l'unanimité pour ce qui est des ONG et associations aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas nous qui le disons, mais une fêtière qui a 46 ans d'existence, qui a même la reconnaissance des différents gouvernements qui se sont succédés, qui a la reconnaissance des communautés, pour nous c'est important. Il faut dire que nous sommes sur les questions de développement et ça c'est véritablement notre champ d'action, c'est ce que nous savons faire. On va parler justement de votre contribution au développement aujourd'hui de notre pays. Visiblement, de plus en plus, on peut dire que le Burkina, c'est quand même un pays des ONG et des associations. Il y en a tellement. C'est vrai que quand on prend les statistiques de la DGCOP, Direction Générale de la Coopération, on se rend compte qu'en 2021, il y a eu à peu près 372 nouvelles conventions qui ont été signées avec le ministère de l'Économie et des Finances. Et quand vous prenez le SPONG, nous avons 277 membres. Et là, c'est pour ne parler que des ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. À cela, il faut ajouter
les associations de développement qui sont également enregistrées, et vous avez des associations qui agissent au niveau national, des associations qui agissent au niveau régional, des associations qui agissent au niveau provincial et même au niveau communal. Donc il faut dire effectivement qu'il y a beaucoup d'ONG, d'associations de développement qui agissent au Burkina Faso actuellement. Et si on se réfère encore aux statistiques de la Direction générale de la coopération, on dit que la contribution des ONG pour l'année 2020, selon le rapport qui a été publié en avril 2021, la contribution des ONG et associations de développement était à 161 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Et c'est une contribution qui touche différents secteurs. Vous prenez la santé, vous prenez l'éducation, vous prenez l'agro-silvopastoral, vous prenez la gouvernance, la décentralisation et plus récemment les questions humanitaires. Vous trouvez des associations qui agissent dans ce domaine. Donc une contribution assez importante quand même, substantielle aux côtés justement du budget de l'État. Mais par moment aussi, on se demande si les ONG se développent ou les ONG développent le Burkina Faso. Je vous comprends parfaitement et ce sont des choses qu'on entend. Mais je crois qu'aujourd'hui, si vous allez dans des régions comme la région de l'Est, si vous allez dans les régions du Sahel et que vous parlez ONG, ces populations-là savent ce que nous faisons réellement. Parce que dans ces régions du Burkina Faso, où il n'y a plus de services étatiques par moment, vous avez des organisations de la société civile de développement, notamment les ONG et les associations qui ont pris le relais, qui assurent toujours des services, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, surtout ces deux domaines qui sont où véritablement l'État a fait un repli. Vous voyez, et ce sont des gens qui apprécient à sa très juste valeur la contribution des ONG, associations de développement. Et moi, je voudrais saluer le travail que ces associations font dans un contexte comme celui-ci, où beaucoup de personnes mettent leur vie en péril. C'est aussi des soldats du développement. Parfois, l'État, l'administration publique a complètement disparu. Quand vous allez dans la Tapoa, par exemple, où nous, par exemple, mon organisation, nous intervenons là-bas. Et vous n'avez plus de services. Beaucoup de services sont partis. Mais vous avez quand même des fils de la région qui sont dans ces régions-là, qui ne peuvent plus travailler, mais qui travaillent avec les ONG associations. Si je prends toujours l'exemple de la province de la Tapoa, nous avons des agents sociaux qui sont là et qui travaillent avec nous, par exemple, pour la prise en charge psychosociale, pour l'éducation des enfants dans cette région-là, parce qu'on sait que les écoles sont fermées et ce n'est pas tout le monde qui a pu replier sur Fada. Il y a des gens qui sont encore là. Je dis cela parce qu'une fois, on s'est retrouvé du côté du centre-nord, à Kaya, et quelqu'un me disait, en voyant tous ces véhicules des humanitaires, que bon, une fois que vous commencez à voir cela venir en masse dans un pays, c'est qu'on est parti pour s'installer durablement dans la crise. Oui, on l'entend, mais je pense qu'il ne faut pas voir les choses dans un seul aspect. Il faut voir aussi la contribution qui y est faite. Et je dirais que les autres aspects, peut-être qu'il faudrait que l'État organise davantage, que l'État donne des directives ou que l'État applique davantage et amène les différentes organisations à aller dans le sens des politiques nationales, des politiques sectorielles. Je me dis que cela va permettre de mieux rationaliser ou de mieux rentabiliser la contribution des ONG associations. C'est normal que les ONG associations aillent avec des 4x4, ils sillonnent les quatre coins de la région pour des services, mais je vous dis que les organisations font un travail formidable et ça, il faut le reconnaître et les populations à la base le reconnaissent. Pour les questions de l'humanitaire, je comprends que il y avait quand même des frustrations qui se sont exprimées parce que de plus en plus, on a beaucoup d'organisations qui n'étaient pas
au Burkina Faso, mais qui sont venus s'installer à la faveur de la crise. Mais je pense que cela s'est fait aussi avec l'accord des autorités étatiques. Et ce sont des organisations qui viennent aussi avec des expériences, peut-être dans d'autres zones en conflit, parce que nous n'avions pas ces expériences-là, et qui travaillent avec les organisations nationales aussi pour renforcer les capacités afin de pouvoir assurer la réponse humanitaire. Mais en tout état de cause, je pense que le gouvernement, notamment le ministère en charge de l'action humanitaire, organise toutes ces questions et suit toutes ces questions. Et je suis sûre que si les organisations ne sont pas, j'allais dire, catholiques, c'est sûr que le ministère a toutes les prérogatives pour arrêter l'action de ces organisations. C'est vrai aussi que parfois la collaboration n'est pas toujours aisée entre organisations intervenant sur le terrain et puis l'administration publique. Par moment, on a vu justement le ministère qui est par moment monté au créneau pour dénoncer des sorties publiques de certaines organisations. Oui, c'est vrai, nous avons également suivi cela, mais il faut reconnaître que dans un dialogue entre les acteurs humanitaires et le ministère, les choses ont été clarifiées et je pense qu'il y a un chemin qui a été tracé et les différentes organisations ont été invitées à opérer dans le respect, dans le strict respect de ces directives-là. Mais ceci étant dit, il faut comprendre aussi que les organisations dans le domaine de l'humanitaire travaillent aussi avec certains principes, les principes humanitaires qui ne sont pas aussi souvent très bien compris de l'autre côté, parce que quand on parle des questions du droit humanitaire, de la neutralité, etc., par moment, ça crée des tensions, mais je pense que dans le dialogue qu'il y a entre l'État et les organisations non gouvernementales, on se parle et on finit par se comprendre. Est-ce que justement, j'imagine que ça doit être moins aisé dans ce contexte de crise de continuer votre action sur le terrain? Est-ce qu'on peut dire que depuis l'avènement justement de cette crise sécuritaire, vos actions sur le terrain ont pris un coup, ont pris de recul ou il y a moins d'actions de développement sur le terrain? Oui, il faut regretter malheureusement qu'avec la situation humanitaire, c'est plus la réponse d'urgence qui a pris le pas. Il faut comprendre aussi que, en tout cas, une bonne partie de notre pays est assujettie à cette crise sécuritaire-là, ce qui fait qu'on ne peut plus faire le développement comme avant et que la plupart des ressources sont orientées vers l'humanitaire. Mais nous, au niveau du SPONG, nous appelons également à un certain équilibre parce que les deux doivent aller ensemble. On ne va pas arrêter le développement pour faire l'humanitaire, mais on ne peut pas aussi arrêter de faire l'humanitaire en ce moment pendant qu'il faut sauver des vies, pendant qu'il faut stabiliser des personnes qui sont dans des régions par moment où il n'y a même plus d'accès possible. On l'a vu un peu à Djibo. On l'a vu dans d'autres régions qui sont complètement coupées. Donc il faut, à travers la réponse humanitaire, l'assistance humanitaire, qu'on puisse quand même acheminer les vivres, qu'on puisse répondre aux besoins vitaux de ces populations qui sont encore coincées dans ces zones. Donc à la fois le conjoncturel et le structurel, l'action de développement doit se poursuivre, surtout qu'on constate aussi que ces dernières années, la part de l'investissement dans le budget de l'État est en train de diminuer au fur et à mesure. Oui, malheureusement, à cause de la crise sécuritaire, le budget est plus consacré aux questions de défense, ce qu'on comprend, et on a vu au Burkina Faso ici que beaucoup de gens ont consenti à cet effort-là et que même les scolaires ont contribué, si on se rappelle bien, à cet effort de guerre. Mais au niveau du SPONG, nous avons également interpellé le gouvernement sur la nécessité de continuer la délivrance des services sociaux de base. Quand vous prenez même dans cette crise sécuritaire, quand vous prenez les cas de Barsalgo et dernièrement et dans d'autres régions, même au niveau de la région de l'Est, où par exemple les forages sont sabotés, où les écoles sont brûlées, où les dispensaires ne fonctionnent plus, etc.
ben, il va falloir quand même continuer il va falloir relever, réhabiliter ces services sociaux de base là, après la crise. Et ça, c'est quelque chose également qui doit rester à l'ordre du jour de l'agenda, voilà, des nouvelles autorités. Et nous disons même avec les autres acteurs de la société civile de développement qu'il faut insister beaucoup sur ce que nous appelons le triple nexus, qui veut dire il y a l'humanitaire, il y a le développement, mais il y a également les aspects de paix qu'il faut prendre en charge, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons également une crise dans la cohésion sociale. Et donc, si nous voulons survivre à tout cela, il faut qu'on puisse en tout cas trouver un peu une espèce, ça ne peut pas être tout à fait équilibré, mais il faut qu'on puisse avancer avec ces trois aspects. Est-ce que vous n'êtes pas quelque peu au chômage technique compte tenu de cette impossibilité d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire aujourd'hui? Non, nous avons même beaucoup plus de travail. Oui. Nous avons beaucoup plus de travail et il faut dire que c'est même un travail qui se fait maintenant dans beaucoup de stress, parce que les travailleurs des ONG associations sont également coincés dans cette crise sécuritaire. Il y en a combien qui ont été également arrêtés par les groupes armés non identifiés. Il y en a il y a véritablement des stress, et au niveau des ONG, nous avons même été amenés à pouvoir prévoir également des appuis à notre personnel. C'est exactement comme les enseignants. Vous voyez, avec la crise qui a secoué l'éducation, la fermeture des écoles, vous avez vu combien d'enseignants ont été affectés et ont vécu des stress et des traumatismes du fait de cette crise. Et nous ne sommes pas du tout en chômage, nous avons beaucoup plus qu'à faire. Le drame, c'est que les ressources ne suivent pas, parce qu'il faut reconnaître que le plan humanitaire n'est pas financé à 100%. Et je crois que si on prend celui de l'année passée, pour le plan de réponse humanitaire, il a été financé seulement à 68% des besoins. Ce qui veut dire que il faut encore faire des efforts pour pouvoir répondre aux besoins des Burkinabés. C'est vrai que récemment, justement, des organisations ont sonné l'alerte, justement, un appel aux nouvelles autorités, justement, à se pencher sur la question, surtout aussi avec la crise en Ukraine. Il y a cette crainte, justement, que les partenaires ne puissent pas apporter, justement, la contribution nécessaire au fonctionnement de vos structures. Oui, c'est vrai que nous sommes tous solidaires de ce qui se passe en Ukraine. Partout là où il y a la guerre, je crois que nous, les Burkinabés, nous sommes bien placés maintenant pour comprendre que ce sont des situations très difficiles pour les populations. Mais nous regrettons effectivement que peut-être certaines crises appellent plus de solidarité que d'autres, et nous appelons à la communauté internationale pour qu'il y ait une certaine justice et une certaine équité également dans la solidarité internationale, et que la couleur de la peau ne détermine pas forcément l'exercice de la solidarité internationale, mais qu'on regarde les peuples comme ayant les mêmes droits. D'accord. Alors, on va parler à présent d'un débat qui se pose à notre niveau, au niveau national, le débat entre ces organisations de la société civile aujourd'hui. On parle d'OSC politique, d'OSC de développement. Du coup, de plus en plus, il y a une image qui se pose. Depuis l'insurrection, justement, on a constaté qu'il y a une nouvelle race d'OSC qui travaille surtout sur la matière politique. Quel est votre regard sur ce type d'OSC? Je ne sais pas vous parler d'OSC. Il faut dire qu'au Burkina Faso, depuis le forum, je pense c'est en 2001, qui s'est penché sur la société civile, le Burkina Faso a reconnu 11 composantes de la société civile, et les ONG et associations de développement ne représentent qu'une composante des différentes composantes de la société civile.
Et c'est pour cela, pour nous, c'est très clair que lorsque vous êtes dans ce champ-là, vous êtes dans le champ du développement, nous avons appelé nos membres à la neutralité. Et il faut dire que dans ce contexte-là, même si vous touchez à la politique, parce que nous parlons bien de politique publique, d'influencer les politiques publiques, vous n'êtes pas dans le domaine de la politique partisane. Et voilà pourquoi nous avons appelé nos membres depuis le début des événements, que ce soit en 2015 ou que ce soit encore maintenant, nous avons appelé nos membres à rester dans la neutralité et surtout à jouer le rôle qui est le leur. Et je pense que la loi 064 définit clairement le rôle des OSC, en tout cas des OSC que nous sommes. Et pour nous, pour le SPON, nous avons opté de rester dans ce rôle de contre-pouvoir. En tout cas, c'est vrai qu'il fut un moment où, oui, ces OSC de développement étaient les plus en vue, mais de plus en plus, on constate justement que ce sont ces OSC, en vérité, des appendices des partis politiques qui sont les plus en vue aujourd'hui, malheureusement. Vous parlez de quel OSC? Vous parlez des ONG, associations de développement? Je vais dire, il fut un moment où, justement, les ONG et associations de développement, cette composante de la société civile était justement les plus en vue. Mais depuis un certain temps, ce sont ces OSC partisanes-là qui sont de plus en plus en vue. On a même l'impression que c'est beaucoup plus avec ce type d'OSC que l'autorité collabore. Je ne sais pas. C'est peut-être une impression. Donc. Je ne sais pas exactement avec qui les nouvelles autorités collaborent. Mais je sais que pour ce qui nous concerne, dès les premières heures de la situation des changements politiques qui se sont opérés, nous avons fait des déclarations et nous avons condamné la prise du pouvoir par un coup de force. Nous avons déploré que malgré les appels qui avaient été faits à l'ancien régime, les solutions n'aient pas été trouvées à travers un dialogue. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans cette situation qui, quand même, remet en question un certain nombre d'avancées que le pays avait connues. Mais il faut faire avec, il faut rebâtir. Et nous, dans ce processus, nous avons été entendus par la commission qui avait été mise en place pour faire des propositions. Nous avons fait nos propositions, nous avons remis un document que nous avions préparé. Après cela, nous nous sommes retrouvés au niveau du SPON avec les unités de coordination régionale que nous avons et les différents organes. Nous avons tenu un atelier de réflexion et nous avons produit une note de contribution pour une transition démocratique et apaisée que nous avons remis aux nouvelles autorités. Nous n'avons pas été associés au débat, aux assises nationales, etc. Nous n'avons pas, en tant que SPON, nous n'avons pas été associés à cet exercice. Nous estimons que les autorités du moment ont fait appel aux OSC pour lesquels, voilà, ils avaient peut-être ceux pour lesquels ils avaient besoin. Nous ne pouvons pas forcer pour nous inviter à la table. Nous contribuons si nous sommes sollicités. Et nous avons même contribué de façon volontaire, sans même être sollicités. Nous avons reversé nos contributions à l'autorité et nous espérons que cela peut contribuer à la recherche de solutions et surtout à la construction de la nation, parce qu'il y va de notre intérêt à tous. C'est vrai que, selon nos informations, la commission technique a suggéré justement que les fêtières des organisations de la société civile soient plus associés au lieu d'associer individuellement des structures. Et donc, vous n'avez pas été associé justement aux assises nationales et à la désignation des représentations de la société civile à l'Assemblée législative de transition. Là aussi, vous n'avez pas été consulté? Je pense que c'était une suite logique. Si nous n'avons pas été associés aux assises nationales, par voie de conséquence, nous n'avons pas été également associés. Mais il faut dire que notre position dès le début était très claire, puisque nous avons affiché notre position comme n'allant pas faire partie des organes de gestion du pouvoir. Et ça, c'est notre ligne au niveau du SPON.
nous venons avec des propositions, nous pouvons contribuer pour les réflexions, pour les réformes qui se font, mais pour la gestion du pouvoir, nous n'avons pas ce mandat et nous avons souhaité rester dans notre mandat et faire des contributions dans le domaine que nous connaissons. La transition, c'est des moments de réforme. Vous auriez pu contribuer aussi en étant, par exemple, à l'Assemblée législative. Oui, c'est une ligne de conduite que nous avons optée. Nous voulons rester conformes à notre mandat et à notre mission. Pour nous, c'est... Parce que là, la transition, on estime que ce n'est pas un pouvoir partisan. Il faut dire qu'il y a plusieurs formes de contribution. Nous avons contribué à travers des réflexions et nous allons continuer de contribuer chaque fois que nous serons sollicités. Mais nous n'allons pas participer à la gestion du pouvoir. C'est juste ça la différence. Est-ce que vous avez l'impression que vos propositions jusque-là ont été quelque peu prises en compte? Je pense qu'il est peut-être très tôt d'apprécier, mais nous avons fait des contributions qui vont certainement revenir au moment de la question des réformes, parce que nous avions même déjà anticipé sur certaines réformes importantes qu'il fallait au cours de cette transition regarder. Comme quoi, par exemple? Je pense que nous avons même, il y avait plusieurs secteurs, je pense que nous avons identifié au moins 13 domaines et on a parlé par exemple vous venez de le faire également, de la politisation des OSC. C'est des questions qu'il faut regarder. Il y a la loi 064 qui est là. Et il faut regarder qu'est-ce qu'il faut pour compléter, pour que chaque acteur puisse faire son rôle. Il y a les questions de la chefferie traditionnelle et coutumière également, comment mieux adresser ces questions. Et nous avons vu qu'il y a un ministre qui a été nommé sur cette question. Je ne sais pas si c'est entre autres, mais je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui avaient également appelé de tous les vœux que cela soit une réalité. Il y en avait beaucoup. Beaucoup. Oui, c'est vrai que la transition, c'est le moment de réforme. On imagine qu'à votre niveau, vous avez effectivement des attentes énormes, chacun dans son segment d'activité, dans son domaine. Sur le secteur de l'éducation, par exemple, que vous connaissez très bien, vous qui êtes permanemment aux côtés des acteurs, qu'est-ce que vous pensez être bien à améliorer justement en termes de loi, d'encadrement, de textes, par exemple? Au niveau de l'éducation, je dois dire qu'il y a la réforme de l'éducation. Et je pense que les assises qui avaient été organisées ont été un cadre déjà de réflexion à travers tout un processus qui a pris du temps, qui nécessite en tout cas qu'on revoie un peu le contenu des enseignements, l'adéquation même de la formation avec les opportunités d'emploi. Ce sont des questions qu'il faut regarder. Les questions de citoyenneté qui doivent aussi être prises en compte. Et il faut reconnaître qu'on ne peut pas continuer à faire l'enseignement aujourd'hui comme cela se faisait depuis. Moi, je vois mes enfants qui étudient les mêmes leçons et qui ne savent même pas ce qu'il en est des réalités africaines et même du Burkina Faso. Je pense que toutes ces questions avaient été débattues. Et il faut également regarder de plus près les alternatives. Et là aussi, je pense qu'il y avait un début de travail qui avait été fait. Mais quand vous regardez surtout la crise actuelle, la crise sécuritaire actuelle, avec tout l'impact que cela a sur l'éducation, vous avez en tout cas sur plusieurs années des adolescents qui sont privés d'éducation. Et il faudrait penser aux alternatives pour que ces adolescents-là puissent être productifs par la suite et pouvoir gagner dignement leur vie. Autrement dit, cela peut se retourner contre le pays tout entier parce que ces adolescents à l'âge adulte tiendront les adultes d'hier pour responsables de leur situation. Donc c'est autant d'éléments et je crois que les nouvelles autorités ont également commencé les prises de contact avec les différents
acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Je pense que s'il y a une bonne volonté politique, s'il y a une réelle écoute et une réelle concertation des acteurs, nous allons trouver des solutions aux problèmes. Mais il s'agit effectivement d'avoir le courage de faire des réformes audacieuses. Des réformes audacieuses surtout, c'est ce qui est important. Mais comment faire en sorte que les ONG associations puissent justement continuer de façon pertinente et efficace contribuer aux côtés de l'État? C'est très important, votre contribution, à jouer votre rôle, justement. Ça aussi, c'est un défi majeur. Oui, je voudrais en tout cas reconnaître que les différents régimes qui se sont succédés ont fait la place aux ONG, ont pu voir en tout cas la contribution des ONG au développement et que cela s'est amélioré au fil du temps, peut-être du fait aussi que nous nous organisons de plus en plus mieux. Et j'en veux pour preuve, durant l'élaboration du plan national de développement économique et social qui venait d'être adopté, la contribution que nous avons eu à faire. Et cette fois-ci, nous avons pu contribuer depuis l'élaboration du plan, ce qui n'était pas régulièrement une pratique, parce qu'à certains moments, c'était au cours du processus que nous étions invités, mais nous avons là pu contribuer depuis l'élaboration et nous espérons pouvoir travailler dans le suivi et dans l'évaluation afin de nous assurer que nous prenons la bonne voie. Je pense que l'État a compris et comprend que les ONG sont également des partenaires au développement. Et il appartient à l'État de tracer les sillons et de mettre en place tous les mécanismes pour maximiser le travail et la contribution des ONG. Si tout est bien organisé et coordonné, je pense qu'on peut avoir de meilleurs résultats que ce que nous avons actuellement. Un des appels que nous faisons à l'État, c'est de rationaliser les cadres. Il y a tellement de cadres qui sont là, et donc comment rationaliser ces cadres-là et permettre que ce soit des espaces réellement où on réfléchit et surtout où on met en œuvre les recommandations. Et avoir une vision commune aussi avec l'État, les politiques. On a l'impression parfois que les ONG associations ne s'inscrivent pas forcément dans la vision globale de l'État en termes de politique publique. Ben, je pense qu'il appartient à l'État d'organiser un peu, et le ton a été donné. Je pense qu'il y a des actions qui sont entreprises dans ce sens. Il y a une direction du partenariat avec les ONG. Malheureusement, cette direction n'a pas toujours tous les moyens pour pouvoir travailler dans ce sens. Mais sinon, par exemple, avec cette direction, il y a tous les moyens pour pouvoir mieux coordonner, mieux orienter, orienter les actions des ONG, de sorte à ce que toutes ces actions-là s'inscrivent dans la vision du politique. Parce que l'impression parfois que ça donne, c'est qu'on se marche un peu sur les pieds. Il y a une forme de rivalité dans l'action sur le terrain. On a vu entre-temps, justement, au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire, où à un moment donné, la ministre a souhaité que chaque structure n'aille pas agir sur le terrain et qu'il fallait tout reverser au niveau du ministère pour que les choses se fassent en fonction des priorités, des besoins. Bon, il y a parfois ces situations-là un peu qui mériteraient quand même d'être assainies. Oui, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on se marche sur les pieds dans le domaine du développement, d'autant plus qu'il y a tellement de besoins non couverts, que les ressources sont très limitées, que les besoins sont énormes. Mais il y a un besoin de coordination, il y a un besoin d'organisation. Et le SPONG, à notre niveau, c'est aussi une des missions que nous avons au niveau du SPONG, de pouvoir organiser davantage nos membres, les informer, les former sur tout ce qui est politique sectorielle, politique de développement. Et nous sommes organisés, en ce qui nous concerne, en groupe thématique
qui produisons des réflexions, partageons des expériences, coordonnons nos actions. Mais encore, il faut reconnaître que tout le monde n'est pas membre du SPONG. Nous faisons notre contribution. Mais je dis que la direction du partenariat avec les ONG a, entre autres mandats, de pouvoir mieux coordonner les actions des ONG et associations de développement. Ils le font tant bien que mal. Il faudrait certainement qu'ils aient plus de moyens pour pouvoir mieux faire leur travail. L'État qui a parfois l'impression que certaines organisations qui travaillent notamment sur les questions de droits humains exagèrent un peu sur la situation, peut-être dans l'optique d'avoir du financement, mais pour l'État, ce n'est pas toujours la réalité qui est rapportée dans certains rapports des organisations de la société civile. Je pense que l'État est d'abord celui-là qui a signé les conventions et qui est donc responsable de garantir ses libertés individuelles, les libertés collectives. Et s'il y a des ONG qui se font entendre, c'est juste pour rappeler aux États leurs engagements et les inviter à respecter les engagements. Maintenant, l'État a tous les moyens de pouvoir interpeller les organisations qui le feraient à tort. En tout cas, c'est une réalité que votre contribution, elle est importante aujourd'hui. Il doit falloir certainement peut-être structurer davantage les choses. Beaucoup de vos structures aussi interviennent sur la question du genre. Je suppose. Et à ce niveau aussi, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis de réforme à faire, justement. Oui, la question du genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. La question des violences faites aux femmes, aux filles, c'est aussi un domaine dans lequel il y a des efforts qui sont faits quand vous regardez un peu d'où on est venu. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, si je prends le cas des questions de mariage d'enfants qui sont toujours d'actualité, des questions d'excision, malgré tous les investissements qui sont faits dans ce secteur, cela interpelle davantage tous les acteurs et également l'État. Je pense qu'il y a également des lois qui méritent d'être prises, mais il y a aussi les questions d'application des lois où encore nous avons un chemin à faire au niveau du Burkina Faso parce que très souvent nous avons en tout cas les lois qu'il faut, même si ce n'est pas toujours parfait, parce que souvent il y a des insuffisances dans l'application, mais nous péchons beaucoup par l'application. Et si on veut faire des progrès dans ce domaine-là, il faut avoir le courage par moment d'appliquer les lois ou de les réviser. Et réviser parce que parfois on a l'impression que les lois aussi ne sont pas en adéquation avec la réalité. Les contextes, je veux dire, surtout. Absolument. Il y a des lois qui méritent d'être révisées. Il y a des nouvelles lois qui doivent être prises. Il y a des décrets d'application qui doivent également être pris. Si vous prenez le cas du mariage d'enfants, il y a encore un travail qui doit être fait et beaucoup d'ONG et associations travaillent avec l'État, par exemple, pour qu'il y ait une harmonie entre nos lois nationales et nos engagements au plan international. La question du leadership féminin, c'est vrai qu'on en parle régulièrement et tous les gouvernements qui se sont succédés, les acteurs ont toujours un regard sur justement le quota, la représentativité. Ça reste aussi une question à trancher à un moment donné. Ou je ne sais pas comment on règle ça. Laissons les choses se faire naturellement parce que parfois vous entendez l'autorité politique qui dit que des femmes, on en cherche, malheureusement, on n'en trouve pas toujours dans le cadre de la gestion de la chose publique. C'est intéressant d'entendre dire ça. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas suffisamment, mais déjà, il y a besoin d'encourager aussi la participation des femmes. Et là aussi, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Nous avons fait beaucoup de progrès en termes de scolarisation. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais encore, il y a
il y a des tabous qui alourdissent encore la participation des femmes ou le leadership féminin. Et l'État devrait continuer, et pas seulement l'État, c'est ce travail aussi que beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations de développement et d'associations féminines aussi font. Mais il faut également que les femmes, à notre niveau, il faut également que nous puissions nous engager davantage. Moi, je ne parle pas seulement que de la question politique, parce que c'est ça qu'on met en avant, mais la construction d'une nation, elle est faite de beaucoup de choses. Il y a les questions politiques, nous sommes dans la sphère du développement, et il y a le domaine de l'humanitaire également, où vous n'avez pas beaucoup de femmes aussi qui sont dans le domaine de l'humanitaire. Donc, la question du leadership féminin se pose à plusieurs niveaux, et je crois qu'au niveau également des femmes leaders, il y a un travail aussi d'accompagnement, de coaching de la jeune génération pour les encourager à s'engager sur ces secteurs-là. C'est clair que ce n'est pas du donné, ce n'est pas facile, parce que en tant que femme, si vous vous engagez dans un terrain, peut-être que vous faites 3 fois plus qu'un homme qui serait dans le même domaine. Parce que non seulement vous devez faire votre travail, vous devez gérer votre famille, vous devez faire face aux critiques des uns et des autres. Et tout cela, ça nécessite que la jeune fille soit préparée, que la jeune fille elle ait un mental, qu'elle soit suffisamment forte pour décider de comment elle veut mettre sa vie au service de sa nation. Donc c'est tout un travail qui doit être poursuivi. Il y a des initiatives qui sont faites dans ce sens, mais qui doivent être renforcées. Et que les politiques, effectivement, puissent encourager, avoir des mesures incitatives pour encourager le leadership féminin. Je ne dis pas de faire des cadeaux aux femmes, mais je dis qu'il faut des mesures incitatives. Incitatives, c'est vrai que vous assumez votre leadership autrement sur les questions de développement, mais le politique, c'est là aussi le pouvoir de décision, il est important. Et vous dites qu'il faut trouver des moyens d'inciter les femmes à y aller, mais là, c'est peut-être à un moment donné que les femmes acceptent aussi de prendre le pouvoir politique, le pouvoir de décision, pour pouvoir justement faire évoluer les choses. C'est à ce niveau qu'on a l'impression qu'il y a encore de la rétention au niveau de l'engagement. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont engagées. Hein. Quand vous regardez même le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place, il y a beaucoup de femmes. Il y a quand même des femmes, des jeunes dames qui sont engagées aussi dans cette sphère. Mais je dis que dans le domaine de la contribution à l'édification de la nation, pour moi, il est important que chacun contribue dans le domaine pour lequel il peut mieux contribuer et selon également ses aspirations. Tout le monde n'est pas fait pour faire la politique, tout le monde n'est pas fait pour faire le développement ou l'humanitaire, mais que chacun dans son domaine puisse avoir une contribution de qualité, parce que c'est la somme de ces contributions-là qui vont certainement permettre à notre pays de réellement se développer. Peut-être pour terminer, on va revenir sur le financement des ONG et associations aujourd'hui. Parfois aussi, ça pose débat. D'où viennent vos financements, par exemple? La plupart des financements des ONG et associations de développement viennent souvent des appels à projets. Il s'agit souvent des mécanismes d'appel à projets qui sont formulés par des partenaires au développement, des partenaires financiers, et les ONG compétissent. Il y a également des contributions qui viennent des contribuables d'autres pays. Il y a l'aide au développement public. Donc c'est la somme de toutes ces contributions-là qui permettent aux ONG de pouvoir subvenir aux besoins vitaux des communautés à la base. Quelle est la part de contribution de l'État? Il faut dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas vraiment cette forme de financement des ONG et associations. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est un financement qui existe. Et du reste, ce sont ces financements-là que les ONG et associations de développement du Burkina Faso utilisent
pour le développement, mais ce serait un domaine aussi important que le gouvernement puisse trouver des mécanismes pour autofinancer son développement à travers aussi des ONG et associations de développement, parce qu'il s'agit de quelque chose de professionnel. Confier ces questions à des ONG et associations de développement, ce sont également des options politiques qui peuvent se faire et qui se font ailleurs. Voilà. Donc le Burkina pourrait également le faire. Les ONG et associations de développement, ce sont les professionnels du développement. Ça peut créer plus d'efficacité dans l'exercice justement de ces missions, de l'action sur le terrain, créer plus d'efficacité, mais aussi ça peut permettre aussi de mieux contrôler par rapport à la gestion des ressources publiques. En tout cas, nous voyons des pays africains où, je peux citer par exemple le Bénin, où par exemple dans la plupart des projets, certaines fêtières, il y a des inscriptions budgétaires qui sont faites pour la veille et le contrôle citoyen. Le Burkina pourrait faire autant. Cela démontre aussi de la volonté de pouvoir de gérer avec transparence les ressources qui sont allouées au développement. Et je pense que quand on regarde également au niveau du Burkina Faso, même les taux d'absorption de certains projets et programmes de développement, il y a des interrogations qu'on peut se poser pendant que les populations souffrent et ont des besoins vitaux qui ne sont pas satisfaits. On n'arrive pas à absorber entièrement les financements qui sont alloués au pays. Et au niveau du SPONG, nous avons sollicité donc le gouvernement de regarder et qu'à travers le principe de la subsidiarité, il puisse y avoir une contractualisation, une forme de collaboration avec les ONG et associations de développement pour pouvoir améliorer ces taux d'absorption et mieux prendre en charge les questions de développement. N'oubliez pas que les ONG et associations de développement travaillent beaucoup à la base avec les communes afin que le développement soit une réalité. Et pour terminer, justement, est-ce que dans ce sens-là, comme je l'ai dit, de plus en plus, il se pose aussi un problème de crédibilité. Est-ce que des fêtiers comme le SPONG ne vont pas travailler justement à ce qu'il y ait plus d'assainissement dans le domaine global des organisations de la société civile? Je ne sais pas, est-ce que vous engagez des actions dans ce sens? Je pense d'abord que sur le plan national, il y a quand même des mécanismes et des dispositifs qui ont été mis en place par le ministère de l'économie et des finances qui devraient permettre de minimiser un peu ces questions liées au financement, à la transparence et à la visibilité de l'utilisation des ressources que les ONG et associations de développement injectent dans le développement du Burkina Faso. Donc si effectivement à ce niveau-là, il y a de l'application, il y a de la rigueur, je pense que les mauvais élèves pourraient être rattrapés et interpellés par l'autorité compétente. En tout état de cause, au niveau du SPONG, nous avons en tout cas des mécanismes de formation, d'information. Nous avons des politiques qui sont suffisamment claires et tous ceux qui adhèrent au SPONG sont tenus d'adhérer à ces politiques, soit des politiques antiterroristes, anti-blanchiment, etc., anti-corruption. Ce sont autant de choses pour lesquelles, en tout cas, nous sommes engagés à ce que nos membres puissent rester j'allais dire droit. Nous avons du reste un comité d'éthique au niveau du SPONG dont le rôle est de s'assurer que les membres du SPONG respectent l'éthique. Et qu'il n'y ait pas du blanchiment à travers les ONG. Oui, c'est ça. Très important. Mais au-delà de cet aspect, justement, finance, c'est aussi, comme je l'ai dit encore une fois, l'avènement de cette nouvelle catégorie d'OSC qui crée une situation un peu de désordre. Est-ce que justement des fêtiers ou des structures sérieuses comme les vôtres ne vont pas travailler aussi dans ce sens, dans le sens d'interpeller l'État sur sa mission? C'est vrai que c'est un domaine libre, mais à un moment donné, il faut assainir, il faut revoir les choses à ce niveau. Je ne sais pas
le ministère, que ce soit le ministère de l'administration du territoire, ce sont eux qui délivrent les récépissés aux différentes organisations. Et je pense qu'ils ont toute la latitude de pouvoir mettre de l'ordre, de pouvoir assainir ce secteur-là, en tout cas s'ils le veulent. Et interpeller l'État, oui, mais je pense que par moment, il faut s'interroger sur ce qui est effectivement recherché. Parce que quand on regarde un peu comment les choses se passent, on peut se demander à qui profite le crime. Tout à fait. Et on peut comprendre cela. Merci, Madame, je rappelle, Madame Mavalo Christelle Kaloulé, présidente du conseil d'administration du SPONG. Merci d'être passée dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.